Des conditions sont nécessaires pour obtenir du succès dans le développement et la gestion des compétences en milieu manufacturier. Pour y parvenir, il faut y croire, dégager du temps, se concerter, cibler les experts de métier et offrir les bons outils. Si on met une direction qui s'est engagée dans cette voie-là du développement des compétences, on a automatiquement dégagé du temps. Donc, du temps parce qu'on sait que c'est un investissement. À partir du moment où on investit du temps, ça va nous rapporter de la productivité au bout de la ligne. Et ça, je pense que le comité en a fait la preuve jusqu'à maintenant que les entreprises qui se sont engagées dans cette voie-là ont dû investir du temps, des efforts, mais aujourd'hui ont un gain sur leur investissement concret. Donc, dans les façons de faire, les méthodes de transfert, les procédures de travail et toute l'organisation de la formation. Pour que la formation et le développement des compétences soient un outil de développement de l'entreprise, il faut qu'il y ait, dans le fond, une volonté de tous les acteurs de l'organisation. En premier lieu, la direction de l'entreprise. Donc, le directeur d'usine qui s'embarque dans une démarche pour gérer la compétence de son personnel doit mettre les choses en place pour que ça puisse se passer. De donner aux gens les responsabilités de s'assurer du développement des compétences. Alors, il faut que les contremaîtres, dans leur évaluation du rendement, soient aussi évalués sur leur capacité à laisser les gens aller en formation en vue de transférer véritablement les savoirs là, entre les experts de métier et les personnes en apprentissage. Alors, nécessairement, il faut que les acteurs patronaux et syndicaux aient eu une entente pour créer un climat favorable au transfert. Si tout le monde est mis dans le coup et si on est en mesure véritablement d'avoir des gens qui sont en mesure de contrôler finalement les difficultés qui peuvent arriver en cours de route, bien, on s'assure à ce moment-là d'avoir un système qui risque d'être beaucoup plus performant que d'y aller de façon autoritaire. L'engagement des personnes dans un système de développement de la main-d'œuvre, évidemment, un des premiers ingrédients qui fait que c'est réussi, c'est si celui qui reçoit la formation est motivé pour la recevoir. Alors donc, ça, c'est le premier volet. Ce premier volet-là, pour qu'il soit motivé, pour qu'il soit informé des objectifs pour lesquels il est formé. Ensuite, c'est qu'il faut savoir que l'environnement de travail soit le plus favorable possible au développement des compétences, au dépassement, puis faire en sorte que ça soit un outil qui permet vraiment de développer l'entreprise. Évidemment, ça amène les entreprises à regarder aussi sur le plan de la rémunération, sur le plan finalement de la progression professionnelle, comment le lien entre la compétence et le développement, tout ça puisse être intégré. Le compagnon dans nos organisations, essentiellement, c'est la mise en œuvre de la politique de la formation continue passe par lui. Alors, c'est quelqu'un qui, finalement, a une expertise, qui est en mesure de transmettre son savoir. Ce savoir-là peut être un savoir qui peut être descriptif à l'intérieur des normes professionnelles, mais c'est aussi un savoir qui est associé beaucoup à l'expérience. Alors donc, le fait d'introduire notre formateur interne, notre compagnon, à cette compréhension-là de ces aspects-là, va être en mesure de pouvoir donner à l'intérieur d'une norme professionnelle sur des critères de performance une atteinte d'objectifs qui ne serait pas atteint autrement. Ce compagnon-là possède l'expertise, puis il faut être en mesure de lui donner une formation qui va l'encadrer dans sa démarche. Un compagnon, essentiellement, fonctionnait surtout par intuition. Alors que maintenant, on arrive à une professionnalisation du rôle du compagnon où on lui demande d'être capable d'accueillir un apprenti, d'être capable de l'évaluer,
d'être capable finalement de lui faire un plan de développement, d'être capable de s'assurer qu'il y a un transfert d'expertise dans un contexte où finalement c'est de la production. Fait que cette personne-là doit à la fois produire, à la fois former quelqu'un. Donc il faut être conscient de ce rôle-là. Ce que ça permet aussi beaucoup, ça, le fait de marier un formateur expérimenté avec une personne ayant moins d'expérience, c'est que chacun a des connaissances qu'ils peuvent partager et souvent apporter une innovation dans les façons de faire pour faire en sorte qu'on augmente aussi notre productivité. Alors, on arrive souvent à l'équation 1 + 1 = 3, quand justement, on est en mesure de mettre ensemble des gens qui vont réfléchir pour non seulement transférer des connaissances, mais aussi améliorer le procédé de fabrication. Le travail que le comité sectoriel a fait au cours des dernières années, c'est de pouvoir, au fond, donner des outils aux manufacturiers, aux travailleurs, aux employeurs, afin de pouvoir justement gérer par compétences. Donc, un carnet d'apprentis qui permet à ce moment-là, avec des phrases simples, de cocher oui/non si la personne répond aux critères de performance, d'avoir un guide du compagnon qui lui permet de préparer son activité de formation et d'établir des critères de performance en vue de reconnaître la qualification qui est maîtrisée. On a développé des guides d'apprentissage illustrés parce qu'on sait très bien, on demande à nos compagnons de jouer un rôle de formateur. Encore faut-il qu'ils aient du matériel de formation pour développer des compétences de base associées à l'intégration des savoirs d'un apprenti. On a travaillé aussi beaucoup avec Emploi Québec, la Commission des partenaires du marché du travail, sur l'élaboration d'une norme compagnon et d'un outil de formation qui peut être disponible aux formateurs sur 2 jours afin de les qualifier aux 6 compétences qui sont requises pour la norme compagnon. Ça leur permet donc de mieux identifier leur rôle, ça leur permet de savoir mieux agir avec un apprenti. Formation, c'est d'être capable d'identifier les besoins du développement de compétences, définir après ça de quelle façon ces besoins-là vont être comblés. À partir du moment où on a identifié la méthode, on va après ça regarder comment les acteurs vont être mis à contribution, véritablement de façon concrète. Après que les activités de formation auront lieu, comment on aura évalué la satisfaction des participants, mais surtout comment on va avoir mis en place les conditions pour qu'il y ait un transfert d'expertise. Donc, il faut nécessairement, après avoir une formation ou avoir eu une démonstration pratique face à une compétence, que la personne puisse avoir un temps de pratique pour être capable de l'intégrer et arriver finalement à être aussi performante que celle qui lui a montré. Le rôle des ressources humaines est fondamental, il est crucial dans cette démarche-là parce que de n'importe quel point de vue qu'on va se placer, on va devoir passer par le responsable des ressources humaines. Que ce soit pour la gestion, que ce soit pour le développement, que ce soit pour la planification, il y a un de ces volets ou tous ces volets qui vont devoir passer par le gestionnaire des ressources humaines. Donc, normalement, il connaît bien son organisation, puis il connaît bien aussi les personnes à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est sûr que son rôle peut être plus ou moins concret sur le plancher là, de production, mais dans son ensemble, parce qu'une fois qu'on a l'accord de la direction, la balle est passée aux acteurs. Et les acteurs, dans la majorité des cas, relèvent des ressources humaines. À partir du moment où on a implanté les processus, c'est une étape. Il faut absolument mettre l'effort qu'il faut pour les soutenir, ces processus-là. Et ces processus-là, c'est des processus qui sont vivants. Donc, je vais changer de méthode de travail, je peux changer de formateur, je peux changer de machine, je peux changer de processus, mais tout ça va devoir être modifié dans mes documents, former les gens qui vont former les autres, donc adapter mon matériel et adapter les formateurs à tous ces changements-là. Mais
Une fois que j'ai toujours ma condition gagnante, la direction s'est engagée dans cette voie-là. Je suis certain que le chargé de projet, le responsable de la formation, le responsable des ressources humaines, il y a quelqu'un qui va voir au développement de tout ce matériel-là et de ces méthodes-là parce que le gain est trop important pour les entreprises actuellement.